Le trait de ces SPS est de plus en plus associé à des comportements spécifiques, des gènes, des réactions physiologiques, ainsi que des façons caractéristiques du fonctionnement du cerveau. Donc c'est beaucoup gènes, le cerveau, le fonctionnement, etc. Alors, je voulais aussi dire que la recherche aujourd'hui, elle se conduit surtout en Europe. Il y a des personnes qui connaissent, qui ont travaillé avec Elaine, etc., qui continuent les recherches en Angleterre, en Allemagne, etc. Et elle est très contente de ça, donc c'est déjà un début, mais c'est lent. Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on fait des recherches, on divise, on a d'abord une hypothèse qu'on veut prouver. Hein. Et puis ensuite, on divise les équipes, plus ou moins nombreux, en deux. Les personnes hautement sensibles et les non hautement sensibles. Et il y en a eu 4 ou 5 études qui ont été faites avec le IRM, c'est-à-dire on met la personne dans une machine, vous l'avez peut-être fait, ça fait beaucoup de bruit, et on détecte des anomalies, des maladies ou autres. Et là, on les met dans le IRM pour qu'ils fassent des choses. Ils regardent des visages, cherchent les détails, comparent des choses, etc. Et puis, en ce faisant, on utilise différentes zones de notre cerveau. Alors, ça use l'oxygène. Il y a du sang oxygéné qui vient vers cette zone. Et à ce moment-là, se créent des champs magnétiques et les chercheurs prennent des photos. Et le plus clair, le plus travaille le cerveau. Je ne suis pas une spécialiste du cerveau. Hein. C'est la prochaine étape. Je ne suis pas perfectionniste. Si je l'étais, je ne serais pas là. Et je crois que c'est quand même utile. Alors, il s'est avéré pour tous ces tests avec le IRM que le cerveau hypersensible, ou HS, s'active plus souvent, plus longtemps et plus en profondeur, dans des zones différentes et souvent justement dans des zones différentes que le cerveau non hypersensible. Donc, nous, notre cerveau s'active plus. C'est tout. Je vais parler de la génétique. Les chercheurs, en 2013, est sorti une étude au Danemark. Les chercheurs ont pris un gène, 5-HTTLPR, qui est un transporteur de sérotonine dans le cerveau. Puis c'est un gène on dit c'est un gène de stress ou un gène vulnérable, etc. Et ce gène consiste de 3 variantes, court, long et long court. Et il s'est avéré, pendant cette étude, que c'était que les individus hautement sensibles qui avaient la variante courte, ou courte-longue. Tandis que les non hypersensibles ou hautement sensibles avaient la variante longue. Et ce n'était pas un hasard, ils n'étaient pas nombreux comme participants, mais c'était clair et net. Donc, ceci veut dire que nous avons moins de sérotonine, des niveaux plus bas, moins de sérotonine qui va vers notre cerveau. Ce qui fait que les personnes hautement sensibles ont des niveaux des niveaux plus bas, de sérotonine. Alors, il s'avère que c'est ça qui nous donne les 4 piliers que je viens de découvrir. Qu'on note aussi les détails, qu'on ne veut pas prendre de risques, qu'on est vigilant, etc. C'est ça. Mais c'est clair que dans l'étude, tout le monde, on ne pouvait pas avoir des gens déprimés. Et puis nous, comme c'est un tempérament neutre, on ne peut pas être déprimé. Donc, vous savez que le sérotonine est dans les antidépresseurs. Et nous, on est sensible aux médicaments, donc on ne peut pas en prendre trop non plus. Je perds le fil. Donc, on a des niveaux de sérotonine plus bas, mais on n'est pas pour autant plus déprimé. Je vais voir ça à voir avec peut-être l'enfance, la perception de notre enfance. Mais ça nous donne, les chercheurs ont aussi compris que ça nous donne une meilleure mémoire de travail. Et le fait qu'on prend de meilleures décisions, et si on a eu une bonne enfance, on a une meilleure santé mentale.
Et je vais y revenir à ça. Donc, quand on est stressé, vous savez, quand on stresse trop, il y a les niveaux de sérotonine chez nous qui sont déjà bas et qui risquent d'aller encore plus bas. Et là, on peut devenir irritable, avoir des problèmes de sommeil et autres. Donc, il faut quand même être conscient de ça. Et moi-même, donc, le médicament, à une époque, j'avais besoin d'un antidépresseur, ça ne marchait pas. Et maintenant, je prends quelque chose qu'on trouve sur Internet et aussi dans les pharmacies en Suisse, en tout cas, qui est homéopathique et qui s'appelle 5-HTP. Et donc, c'est naturel et puis ça a l'air quand même de marcher. 5-HTP. OK. Alors, au début de ses recherches, Elaine Aron a trouvé qu'il y avait des corrélations entre hautement sensible et névrotisme, qui est dépression, anxiété, etc. Puis elle a fait une étude sur l'enfance. Elle a voulu voir la relation entre ce trait de tempérament et la névrosité, justement. Elle a fait un article qui se trouve sur son site sur la timidité. Alors, elle a découvert que c'est tout à voir avec l'enfance. À peu près la moitié des individus hautement sensibles ont eu ce qu'ils appellent eux-mêmes une enfance difficile. C'est ce que je dis, ça ne veut pas dire que papa vous a battu ou que ça suffit simplement de ne pas être reconnu, d'avoir un mauvais attachement émotionnel, un mauvais environnement pour la sensibilité. Alors, ces personnes-là ont plus tendance à développer timidité, dépression et anxiété. L'autre moitié des individus hautement sensibles qui ont eu une bonne ou une assez bonne enfance, parce que c'est quand même une perception individuelle, ils n'ont pas du tout ou moins tendance à développer des problèmes et ils sont en meilleure santé physique et mentale que les personnes non hautement sensibles. Mieux que les autres. Ça s'appelle Vantage Sensitivity. Je vais y venir tout à l'heure. Alors, les individus sensibles qui mènent une vie d'adulte stressante, et je dis traumatique parce que il y a des choses qui peuvent devenir des traumas pour nous, qui sont perçus comme des traumas et qui, vous voyez, très durs, des chocs. Mais si on mène une vie d'adulte stressante, on risque d'avoir des problèmes quelconques. Ça, c'est clair. Moi, je vais vite parce que j'ai des ordres de finir dans 20 minutes. Bon. Ensuite, il y a si on veut dire, une dame qui s'appelle Jajielovic en 2016, avec la même division de noms HS et HS. Son but avec ce test, c'était d'investiguer la corrélation entre un individu hautement sensible et sa réceptivité émotionnelle par rapport à l'enfance que vous avez eue. Alors, elle a montré des images qui sont gays, positives ou neutres ou négatives. Hein, ça s'appelle des YAPS dans la psychologie. Toujours avec le IRM. Et voilà, les individus HS ont réagi plus fortement à toutes les images. Peu importe leur contenu, que ce soit une image neutre ou... Hein, c'est égal. Simplement, ça s'active plus chez nous. Les individus HS ayant eu une bonne enfance ont réagi plus fortement et plus rapidement aux images positives. Les individus HS ayant eu une très bonne enfance ont montré plus d'excitabilité, pas sexuelle, mais simplement excitabilité devant les images positives. Donc vous voyez l'importance de la qualité de l'enfance, de nos enfants qui sont là maintenant. Nous, on est ce qu'on est, hein, mais les enfants et les futures générations, c'est quand même important. Et de là, justement, elle a aussi vu, c'est ce que je vais parler tout à l'heure, c'est la susceptibilité différentielle, c'est justement comment on réagit
au négatif, tout en positif. Ensuite, il y avait une recherche dans le IRM toujours, où en fait c'était une recherche de son mari, Elaine Aron, et elle a mis le test HS Scale là-dedans, et ils ont vu des visages, expressions du visage. C'était tous des couples amoureux, peut-être qui venaient de se marier ou autre, et ils ont vu des images de leur partenaire et de quelqu'un d'inconnu, neutre, triste et heureux, avec des expressions faciales comme ça. Et il s'est avéré que, donc comme d'habitude, activité cérébrale plus forte, peu importe l'expression du visage. Mais elle était particulièrement forte devant le visage d'un partenaire heureux. Il y a eu des zones dans le cerveau, je vais parler tout à l'heure, qui montrent empathie. Et quand le partenaire était triste, il y avait la compassion, qui veut dire qu'on veut faire quelque chose pour aider, pour intervenir. Donc la dame tout à l'heure, elle voulait m'aider. Voilà. Et ce que les chercheurs ont vu sur justement ces images, qu'il y avait deux endroits qui étaient plus forts que nous. C'était des neurones miroirs et insula. Alors très court, il y a un tas de choses qu'on peut lire sur les neurones miroirs, mais c'est ça qui fait qu'on se miroite dans l'autre. C'est dans le processus d'apprentissage pour les langues et autres. Donc si vous êtes un bébé et puis votre maman ne vous regarde jamais, vous n'allez pas faire long. On a besoin de ça pour aussi apprendre. Et ça fait que c'est dans le processus émotionnel, c'est que on peut sentir et comprendre, se mettre presque dans la peau de quelqu'un qui a des problèmes, qui nous raconte ses problèmes. On est capable d'avoir cette empathie. Et l'insula, c'est l'île de conscience, si on veut, c'est que je suis dans le moment présent, conscient de ce qui se passe, des visages, de qualité de l'air, que j'ai faim ou soif ou autre. Et c'est ça que nous, c'est très fort, donc c'est pour ça qu'on est capable de capter les besoins des autres, on est très bien pour créer des ambiances, de baisser la lumière ou d'allumer les bougies ou je ne sais pas quoi. Ça, on est très fort. Je pourrais dire plus, mais je continue. Alors, justement, le diathèse stress, c'est que des chercheurs dans les années 60, ils ont fait des tests, des choses, exclusivement par rapport aux circonstances négatives. Alors, c'est clair qu'il y avait les hautement sensibles, même si on ne connaissait pas ce terme à l'époque, c'était les gens sensibles qui chutaient, qui allaient. Les autres restaient comme ça. Ils étaient résistants, si on veut, aux circonstances négatives. Donc pour eux, ça ne va pas sous la peau. Ensuite, il y a un autre chercheur qui a découvert justement cette susceptibilité différentielle. C'est des circonstances négatives et positives. Parce qu'il se dit, bah, tiens, personne regarde, est-ce qu'on peut réagir différemment positive pour des circonstances positives? Et oui, là, il y a justement, on peut baisser et puis on monte, tandis que l'autre, il est stable. Est-ce que vous suivez? Oui, ok. Et tout récemment, ça fait des gros rubriques dans les magazines, psychologie, etc. C'est ce qu'on appelle, j'ai traduit sensibilité avantageuse. C'est Michael Lewis, qui travaille à l'Université de Londres, qui a eu l'idée de tester des gens pour uniquement des circonstances positives. Et là, évidemment, je vais vous donner des exemples. On est très fort. Il appelle ça Vantage Sensitivity. Alors, là, vous avez individu A, c'est un individu hautement sensible. Et individu B, c'est une personne non hypersensible ou hautement sensible. Ils ont fait, là, c'est l'exposure. Ça, c'est ça. Ça ne se voit pas bien, mais c'est une année. Alors, il a eu l'idée de tester, de donner un programme préventif de dépression, des questionnaires, un programme, des exercices dans les écoles pour des filles de 11 ans qui venaient des milieux que peut-être elles auraient un risque
d'être déprimés. Ils ont traversé une année avec ça. Malheureusement, il n'y a pas de détails dans l'article, mais en tout cas des choses. Et vous voyez, l'individu hautement sensible, au début de l'année, vintage sensitivity. Ça veut dire que, et puis je dis après, et l'autre individu, il est, si vous voulez, résistant au vintage. Rien. Ça nous donne une force énorme, parce que ça veut dire que non seulement nous pouvons profiter des petits moments, j'ai dit tout à l'heure, on n'a pas besoin de choses extravagantes, mais ça veut dire qu'à une échelle plus haut, si jamais on tombe dans une dépression, ben, on a plus de chances à s'en sortir plus vite. Parce qu'on est hautement sensible et qu'on a tous ces 4 piliers, etc., que je viens d'évoquer. Pour aussi une thérapie chez un psychologue, on va s'en tirer, je veux dire, parfois on est un pas en avant. Les autres ont de la peine à suivre. Ça, c'est le vintage sensitivity. Hein? Donc, c'est vraiment quelque chose de plus global qui est notre force. Alors, on se dit, ben, ils avaient fait la même chose avec des garçons et des filles pour le harcèlement. Le harcèlement, une année avec des exercices, etc. Et c'est clair que les garçons étaient plus preneurs parce que c'est souvent les garçons sensibles qui se font harceler. Mais c'était la même chose. Eux, ils montent tout de suite, ils en profitent de ces exercices de cette année, tandis que les autres, rien. Alors on peut se dire, ben, ça sert à quoi alors si les autres, la majorité, n'en profitent pas? Donc ils sont conscients, les chercheurs, qu'il faut faire d'autres sortes de programmes, de questionnaires, etc., parce qu'ils ne sont pas réceptifs. C'est vraiment, ils n'ont tiré aucun avantage. Voilà, ça c'est, il y en a plus de recherches. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui. Ces recherches-là, vous en parlez dans vos livres? Oui, pas les mêmes, parce que ça s'est passé après. Et puis dans le livre, c'était juste pour montrer que... Mais il y a... je décris une étude, vous pouvez regarder, une étude sur les poissons, par exemple. Non, les recherches, oui, pardon, je suis ailleurs. Oui, je parle de recherches de sérotonine, de vintage sensitivity, etc. Mais je le fais d'une façon accessible. Enfin, je ne suis pas une scientifique, hein, je le fais vraiment pour passer le message. C'est sur les neurones miroirs et le regard. Les neurones, oui. Vous avez parlé des neurones miroirs et à un moment donné, vous avez parlé du regard. Oui, j'ai simplement dit qu'on se... J'ai pas très bien compris. Non, je suis un peu stressée. Voilà. J'essaie d'accommoder. Alors, c'est que, par exemple, comment on se miroite, on apprend de l'autre. Donc, si par exemple vous êtes nouveau-né et que, admettons, que vos parents ou votre maman ne vous regarde pas, daigne pas vous regarder, ne vous sourit pas, etc., cette personne, le bébé, va pas rester. Je veux dire, elle aura vraiment des problèmes parce que on a besoin de... Par exemple, si vous pensez à lancer une balle, il y a vos neurones qui vont se mettre à s'activer. Et puis vous voyez quelqu'un passer une balle, c'est la même chose. Alors là, ça s'active aussi, etc. Donc, c'est les neurones miroirs qui font qu'à Paris, un samedi après-midi, on ne se rentre pas dedans quand il y a beaucoup de monde parce qu'on capte, tout le monde capte. Donc, tout le monde utilise les neurones miroirs, mais nous, surtout. Et c'est ça qui donne l'empathie. Notre empathie qui peut nous être un peu trop. Mais je continue, on peut toujours discuter après. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ça influence tous nos aspects de vie. Donc, il y a vraiment une façon de vivre. Il faut qu'on fasse des changements. Et je voulais parler un peu de l'enfance. Je peux dire 2 choses. C'est qu'un enfant hautement sensible, c'est comme étalonner un instrument délicat. Voilà. Pas besoin d'avoir un gros volume, ni en volume décibels, ni en gestuel ou la voix. Parce qu'un enfant hypersensible sait déjà qu'il a fait quelque chose de pas bien et qu'il risque d'en avoir honte.
Et c'est mieux de simplement expliquer parce qu'il va comprendre. Et à l'école, c'est justement de la stimulation qui est difficile. Il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup d'activités. Souvent, un enfant peut être calme à l'école et rentrer à la maison et s'éclater complètement, ou l'inverse. Hein. C'est ça. Et il n'aime pas trop les surprises parce que ça va être trop en même temps, hein, assimiler. Les transitions. Ça, il faut dire, on va manger dans 30 minutes. Voilà, pas dire tout de suite à table, parce que ça risque de... Voilà, il faut assimiler. On peut en reparler. Je vais quand même finir ma présentation pour ne pas retarder. Et puis, je suis là toute la journée, donc si quelqu'un veut discuter. Pour la santé, j'ai dit qu'on est plus sensible aux médicaments. Si juste un petit conseil... ça ne sert à rien d'aller chez le médecin et de dire je suis hypersensible, parce que simplement de dire je suis très sensible, il ne va pas comprendre ça. Hein. Donc, il faut commencer petite dose, etc. Mais on sent aussi, tiens, j'ai peut-être quelque chose, il faut que je contrôle, et puis le médecin, oh, c'est encore elle, etc. Mais il peut s'avérer que, ben voilà, c'est vraiment quelque chose. Et je suis dans une situation comme ça avec une amie. Et évidemment, je prends au sérieux, mais je pense au fond de moi qu'elle s'imagine, le mental va trop fort, hein, et c'est voilà, c'est compliqué. Pour le travail, on va en discuter après, mais en gros, nous, on ne peut pas supporter un travail monotone, autant qu'un non hypersensible, et on est capable de tout faire si on peut le faire à notre façon. Et souvent, on cherche quelque chose de plus qui a un sens. Hein. On veut faire quelque chose qui a un sens. Pourquoi je fais ça? C'est monotone, ou je suis capable, oui, mais ça ne m'apporte rien. Donc ça, et souvent, les personnes hautement sensibles arrivent à leur place, si on veut, ou trouvent leur passion, ou ce qui les intéresse, ou ce qui fait du bien plus tard dans la vie. C'est peut-être pas forcément à 20 ans, on peut tester mille et une choses, mais c'est qu'à un moment donné où on se dit, ah ben tiens, là, je sens, je suis utile, je sers à quelque chose, ça a un sens. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup plus, bon, la stimulation, vous savez, les gros bureaux, tout le monde en souffre. 80% des gens souffrent de travailler dans des open space, voilà. Mais on peut donc reprendre après. Et les relations, on peut prendre après, mais c'est que, en 2 mots, peu importe, quand vous faites votre découverte, et puis vous avez une relation ou pas, il s'agit d'apprendre sur ce trait de tempérament, et que si vous êtes en relation avec un partenaire non HS, simplement il faut que cette personne apprenne le fonctionnement de HS. Parce que c'est des tempéraments, et quand on élucide ce qui est son tempérament à lui, mon tempérament, on peut être, je sais pas, lui il est peut-être impulsif, nous on est moins impulsif, etc. Ben, ça peut expliquer beaucoup de choses. Si on est comme moi, extraverti, un peu chercheur de sensations, c'est pas évident de trouver un bon partenaire, mais ben voilà, je l'avais trouvé il y a 38 ans, mais je ne le savais pas. Et il s'avère, quand j'ai fait ma découverte, que, bah tiens, mon mari, il a fait son test, j'ai donné les tests, 8, et puis 2 mois plus tard, 11 oui, 14, puis il est hautement sensible, il est extraverti, et il est chercheur de sensations. En ayant appris tout ça, j'ai compris qu'il était la même chose. Ce qui veut dire qu'il y avait quelque chose de sous-jacent que j'ai senti, hein, qui était là. Et bon... Pour le partenaire, c'est peut-être pas forcément rigolo d'apprendre que, bah, tiens, ma femme ou mon mari est hautement sensible, parce que ça va changer la relation. Et quand vous avez besoin de vous retirer, il suffit de dire, bah, je t'aime, mais j'ai besoin d'être seule un moment et je reviens après. Voilà. Mais j'en parle aussi dans le livre. Alors, il est nécessaire de recadrer son passé à travers des lunettes. Parce que quand vous faites cette découverte, parce que pour beaucoup, c'est vraiment une découverte qui peut chambouler la vie. Elaine Aron a dit oui, et qui peut sauver la vie. Hein.
Alors, il faut justement apprendre le plus possible pour recadrer. Parce que quand on pense, on peut guérir ses blessures et traumas au choc, etc. Et on peut le faire à l'aide d'un psychologue, mais ça serait bien si le psychologue connaissait la haute sensibilité. Ça peut prendre plus de temps pour nous, le deuil, des choses comme ça. On a besoin d'assimiler, d'y réfléchir, etc. Et en guérissant ces blessures et traumas, on peut se pardonner parce que là, on se rend compte que peut-être il y a eu des réactions avant qui n'étaient pas, c'était pas ma faute. Je suis sensible, donc il n'avait pas vu ou ma maman n'a pas compris, etc. Puis voilà, c'est comme ça. Nous, on a tendance à comment dire, remâcher, à ressasser, etc. Mais à un moment donné, il faut se dire, ça ne sert à rien, c'est du passé, je me pardonne et je peux peut-être pardonner l'autre, c'est comme on veut. Rencontrer d'autres personnes hautement sensibles, c'est formidable, on est déjà en train et créer un style de vie qui est compatible avec ce trait de tempérament. C'est très difficile, tout dépend à quel moment, quel âge on a quand on fait sa découverte. Moi, je dévoile mon âge, mais j'avais 58 ans, c'était dur. Je vous dis, c'était vraiment dur. Et maintenant, je suis en train d'essayer de faire ça. J'y suis pas encore et ça fait 8 ans. Alors, personne justement a écrit un manuel pour nous, un livre d'instruction, on ne sait pas. C'est pour chacun de vous de sentir ce qui vous convient et de commencer à vous respecter. Vous savez, pour cette nouvelle année, j'ai dit c'est mon bien-être qui vient d'abord. Parce que c'est qu'en étant bien que je peux être bien pour les autres. Alors, j'essaye vraiment de faire en sorte que je fais ma méditation, j'essaye de me coucher pas trop tard, etc. Mais c'est difficile. Alors, apprendre à gérer la surstimulation, ça c'est vraiment la clé, moi je crois. Et il y a 3 choses. On peut le faire avant. Admettons que vous avez une entrevue de travail. Alors avant, vous vous préparez. Vous préparez mentalement, vous préparez vraiment ce que vous allez dire, parce que quand on est nerveuse, peut-être qu'on ne se souvient pas, on perd le fil, etc. Là, c'est automatique. Et de toute façon, il y aura quelque chose qui ne va pas marcher. Donc, une question à laquelle vous n'y attendez pas, etc. Donc, se préparer. Et peut-être aller dans l'endroit. Vous voir l'entreprise, où ça se trouve, quelle ligne de bus, etc. pour vraiment se sentir sûr. Alors, moi, je suis à l'hôtel juste à côté. Et hier, j'ai fait juste Saint-Claude 10. Ah oui, c'est là, je vais être là demain. Et si la porte avait été ouverte, je serais venue là-dedans pour m'accoutumer de l'endroit, tout simplement. Parce que nous, on n'aime pas quand il y a trop de choses qui arrivent en même temps. Là, ça fait... Et puis, si vous faites votre entrevue, vous savez que, voilà, j'ai mon copain ou une amie ou quelqu'un qui croit en vous, qui reste là dans le cafétéria en bas, et puis vous pensez ça. C'est comme avoir un petit ange dans la poche. Ça sécurise, on a besoin de sécurité. Quand vous êtes dans une situation stimulante, je vais dire stimulante vraiment, avec des stimuli, ou par exemple, dans un avion qui est plein à craquer, qui ne départ pas, qui part pas, et le pilote, ils disent rien, et vous êtes là, et les gens commencent à s'énerver. Alors, c'est bien d'avoir une méthode, comme la méditation, ou se concentrer sur la respiration, in, out, comme ça, pour que le système nerveux se met en route automatiquement. Donc, ça m'est arrivé récemment, j'ai plus peur de prendre l'avion, puis c'était comme ça, et il a fallu changer d'avion après. Pareil, tout le monde s'est énervé. Moi, j'étais là avec les mains comme ça, sur les genoux, et puis j'ai juste respiré. Je vais dans une bulle. Quelqu'un m'a dit, vous savez, ces bulles dans les discothèques, on rentre dans sa bulle et le monde autour n'existe plus. Voilà, ça touche plus au lieu de s'exciter. Voilà. Et puis, si c'est vraiment trop que ça commence à faire mal, que ce soit pour le bruit ou autre, vous quittez. Si vous allez dans un restaurant, c'est tout calme, et les 6 heures, voilà. À 6h30, il y a déjà du monde. À 7h moins le quart, c'est bondé. Il y a trop. Moi, je ne sais pas ce que je mange. C'est affreux. Je souffre. Mais je pars. Vraiment. C'est important. Et après, justement, calculer d'avoir une journée en plus sans des tâches importantes.
par exemple, après vos vacances, ben ouais, bon, une journée, rien que pour vous, pour défaire les bagages, pour traîner, pour manger, lire les journaux, etc. C'est juste ça, c'est important. Donc, on a besoin de temps pour soi pour faire ce processing, pour traiter ou pour réfléchir sur la situation, etc., pour rentrer en phase. Alors, il est nécessaire d'apprendre à créer équilibre pour éviter des circonstances négatives et chercher des circonstances positives. Ça, on en a déjà parlé. Hein. Parce que si vous êtes avec des gens qui pompent, c'est pas possible. Ça sert à rien. Vous pouvez, depuis que je sais, j'ai laissé tomber pas mal de gens qui ne m'apportaient rien. Et ça peut paraître égoïste, mais je crois que c'est nécessaire. Trouver ce niveau optimal de stimuli, c'est ça justement. Combien je vais dehors, combien je reste dedans. Quelle situation va pomper mon énergie et qu'est-ce que je peux faire pour gagner de l'énergie. C'est vraiment des réflexions, vous pouvez tester. Parfois ça ne va pas marcher, et puis on rentre, on pleure, et puis on saura. On apprend de nos expériences. Alors ça, c'est une question de... Nous, on est souvent les premiers à rigoler, à pleurer. Voilà, on réagit. Alors, si ça ne dérange pas, c'est OK, c'est magnifique, les émotions. On n'a pas besoin d'avoir honte de ça. Mais il y en a qui souffrent. Ils disent, oh non, mais j'arrive pas à me contrôler. Et puis, ça prend le dessus. Alors là, il y a plein de livres, de cours, de choses... Comment réguler ses émotions, ça a beaucoup à voir aussi avec le cerveau, les hémisphères dans le cerveau, etc. Donc, il s'agit de colère, c'est la colère. Oui, la colère, oui. Je pense aussi si on laisse sortir les émotions plus positives, peut-être la colère va prendre moins d'importance. Mais là, si on a beaucoup de colère, on a un problème, entre guillemets, qu'il faut essayer de gérer, de voir pourquoi je suis en colère, on ne m'a jamais compris, je ne sais pas. Hein? Et puis, apprendre à mettre des limites, hein, dire non. Donc, sans dire pourquoi, on peut dire, non, mais ce soir, ça ne me convient pas de garder votre bébé, mais je le fais volontiers la semaine prochaine. Hein? C'est-à-dire... Vraiment, mon cousin, il est prêt à prendre l'avion de Stockholm à Genève pour être dans un hôtel avec 10 autres personnes pendant 3-4 jours pour une amie qui vient de la Suède, donc je ne sais pas pourquoi ils veulent venir à Genève. Et puis, il n'ose pas dire non. Mais parce que qu'est-ce qu'elle va penser de moi? Et on peut trouver une excuse, hein, si ça facilite pour dire non, on peut dire non, je suis malade, je ne sais pas. Mais ça, c'est important. Et aussi comprendre ses besoins, parce qu'on est tellement tourné vers l'autre qu'on ne sait même pas qu'on a des besoins ou des envies. Hein. Tu veux du vin rouge ou du vin blanc? Je prends comme toi. Hein. Et peut-être qu'on a envie d'une chose, l'autre personne une autre, et ce n'est pas satisfaisant. Alors, on doit apprendre justement à satisfaire ses besoins. On a besoin de sommeil. Si possible, rester 8 heures par nuit, même si on ne dort pas. Mais justement, être un peu dans le calme. Et puis, parce que dans le sommeil, il y a le traitement d'informations qui se fait, qui arrive à vous attraper, à venir dans un niveau normal, si on veut. Les congés. Alors, Elena, elle conseille de prendre... 1 jour par semaine sans rien, sans mobile, portable, sans Internet, Facebook, Twitter, tout ça. Simplement tout calme, sans trop planifier de faire ce qui vous enchante. Voilà. C'est pas évident, mais... Et tout dépend évidemment de votre situation familiale aussi. Hein. Il faut trouver des trucs là pour sortir, faire une balade, peut-être en silence, sans... Alors, pour les vacances, étaler les vacances, pas prendre une fois et puis après plus rien, mais de prendre un peu de vacances. Je pense qu'on a 5 semaines, donc c'est assez... et puis évidemment, d'aller dans l'endroit qui vous
Oui, ça dépend de votre personne, hein, si on veut découvrir des choses ou si on veut simplement aller se reposer à la campagne. La nature est très très bien pour nous, forêt surtout, la forêt. Donc essayez, à Paris il y a des parcs quand même, et pensez à ça, que la nature c'est quand même nous. Mais il y a beaucoup de gens hypersensibles qui habitent dans des grandes villes parce qu'il y a la culture, il y a les opéras, les théâtres et tout ça, et qui sont habitués. Donc pour eux, c'est peut-être pas un problème non plus d'avoir beaucoup de vacarme autour. On est bien avec les animaux et ça nous fait du bien. Vous le savez, il y a des chats dans les maisons pour personnes âgées, etc. Ça nous donne des endorphines et on est bien si on peut parfois caresser les chiens qu'on rencontre ou les chevaux, etc. Activité physique, c'est très très bien. Ça donne aussi des endorphines, mais c'est aussi, on n'a pas besoin de faire trop de réflexion mentale. Ça compense le mental. Et un passe-temps, un hobby, fait quelque chose où vous êtes vraiment dans le moment, la peinture, le crochet, le jardinage, ce que vous pouvez. Et puis un coin, rien que pour vous. Un coin dans votre appartement avec une ange, un petit Bouddha, ou je ne sais pas, quelque chose une photo, des choses où vous pouvez être tranquille et sans être dérangé. Et aussi du temps rien que pour soi, vraiment d'aller seul, parfois se promener, parce que quand on se promène à plusieurs, on parle et puis on a besoin de faire notre propre traitement. Ah ben voilà, alors à se demander qu'est-ce que je fais moi pour trouver mon équilibre et mon harmonie dans la vie. Ok, ben on gardera les questions pour après parce que, excusez-moi, c'est un peu plus long. Donc à moins qu'il y ait vraiment une question, on verra après, hein, ok? Oui. C'est très créatif de faire ce... Voilà. Ok. Donc, ça, c'est mon site internet. Il est en construction, plus ou moins. Donc, merci beaucoup. Je suis navrée si ça a été un peu long, mais bon, c'était... Ok, merci beaucoup. De toute façon, on va disposer des tables là-bas tout à l'heure après l'intervention de Will. Et donc, vous pourrez voir les intervenants comme vous voudrez et leur parler. Donc, tout de suite, j'appelle à la barre William Brown, qui va nous donner une recette de cookies. Et notre président d'une autre association, William le Bienheureux. Tiens Olivier, tu peux mettre sur l'ordinateur, souviens-toi. Eh ben, déjà, merci beaucoup Elsa Marie, une nouvelle fois. Elle était déjà venue pour une conférence le 1er juillet, il y a 1 an et demi. Oui. Tu te rappelles ? Alors qu'on parlait, l'hypersensibilité était vraiment peu connue il y a 1 an et demi. Là, elle le reste encore peu, mais vu le nombre de personnes ici, j'ai la voix qui tremble un peu parce que j'ai la grippe depuis une semaine, donc normalement je peux pas vous la transmettre parce que ça fait une semaine. Je suis un peu au bout de ma vie, donc si je meurs sur scène, je serais bien heureux. Oui, merci. Oui, donc du coup, déjà, je voulais remercier une personne qui n'est pas là, qui est Savario Tomasella, qui est à l'initiative de cette journée nationale, qu'il a décroché auprès de Brigitte Macron, je ne sais comment, et qui est un grand événement pour nous, pour l'association des hypersensibles, qui nous existons depuis 3 ans et qui sommes très actifs depuis 3 ans en France. Le site de l'association, s'il te plaît. Et
Donc déjà merci à lui qui fait un petit atelier à Conflans aujourd'hui et qui est le premier porte-parole, on va dire, de l'hypersensibilité en France. C'est Mazella qui est auteur et psychanalyste, que vous avez pu apercevoir dans nombreux médias et qui a écrit beaucoup d'ouvrages sur le sujet. Voilà, un peu le pionnier. Donc moi je voulais le remercier pour une première. Dans un premier temps. Dans un deuxième temps, je voulais remercier tous les adhérents de l'association, du coup, qui ont organisé cette journée. Beaucoup de bénévoles dans cette association, une vingtaine voire une trentaine qui agissent à Paris, mais aussi en France, car en ce moment même, on fête aussi cette journée à Lyon, à Nantes, à Rennes, à Toulouse, à Nancy, à Montpellier, où il y a des organisateurs de rencontres adhérents de l'association qui depuis pas mal de temps organisent des rencontres et permettent l'échange entre hypersensibles, car c'est le but, l'objet premier de l'association, qui est de créer du lien entre hypersensibles afin de lutter contre l'isolement. Car je pense que les hypersensibles vivent un isolement certain, qui n'est pas visible, mais le fait de ne pas pouvoir s'exprimer sur sa sensibilité crée à un moment donné un isolement, et du coup l'association elle répond à ce besoin-là via des rencontres où les personnes hypersensibles sont toutes bienvenues à venir et exprimer leur sensibilité, des choses que nous n'avons pas forcément l'occasion de faire dans nos cercles familiaux, professionnels ou amicaux. Même avec des personnes qui nous aiment, notre famille ou des amis, ils peuvent nous aimer, mais pas forcément nous comprendre, parce que l'hypersensibilité est un trait de caractère qui, pour être compris, faut l'être, quoi. Et du coup, voilà, nous, notre association, c'est notre action phare, c'est d'organiser des rencontres, du coup, dans des cafés ou dans des parcs, où des groupes de parole se font et on parle librement dans un climat de bienveillance. La bienveillance et l'écoute étant nos maîtres mots. Mais aussi sur Internet, on a des espaces d'échange aussi sur Internet, où beaucoup d'hypersensibles échangent aussi, parce que c'est pas forcément facile de venir dans une rencontre en vrai. Donc voilà, alors je voulais remercier tous les adhérents qui aujourd'hui ont donné de leur temps à Paris et dans les grandes villes en France pour ce grand événement. Et voilà, donc c'était pour imager. On a un réseau de rencontres sur notre site qui permet en fait d'organiser ces rencontres entre hypersensibles. Qu'est-ce que je pourrais dire sur l'association encore? Il y a des questions ou pas? Comme ça je peux rebondir. Oui. Alors c'est un atelier en petit groupe, hein. Je pense que le groupe il était fermé. C'était un truc en petit groupe avec une association qui s'appelle Cubico, je crois. C'était quelque chose en petit groupe, hein. Donc qui est entre, je pense, membres de cette association, si je me trompe pas. Oui. Oui, pardon. Alors ça, c'est merci, parce que ça n'aime pas de rebondir. En gros, l'association, on a deux dimensions en fait. Il y a une dimension qui est ouverte à tous, vraiment visible, voilà, où n'importe qui, sans payer, tout est gratuit, comme les conférences qu'on fait ou les espaces sur Internet, toutes les rencontres, c'est ouvert à tous. Ces espaces d'échange. Et ensuite, on a une dimension de l'association qui est notre vie associative entre adhérents. Donc, comme toute association, on peut adhérer. Et là, entre adhérents, il se passe d'autres choses, comme des ateliers à Paris. On a lancé un atelier de théâtre d'impro et d'autres ateliers qui vont suivre. Car le but de l'association, c'est que chaque adhérent en fait puisse proposer
ces ateliers et de partager sa passion. Donc pour le moment, on a un atelier de théâtre d'impro, de théâtre d'improvisation, pardon. Peut-être que je bois de l'eau. Le théâtre d'improvisation, c'est le premier atelier qui a été créé. Pour le moment, c'est le seul. Là, on en a d'autres qui vont venir, des ateliers de... Est-ce que quelqu'un peut me donner un verre d'eau, s'il vous plaît? Parce que j'ai vachement pâteuse. Et donc là, il y a des ateliers qui vont venir. Donc c'est une association qui est quand même assez récente. Donc le but, c'est d'avoir des ateliers de toutes sortes. Et donc mais ils viennent des adhérents en fait. C'est une association qui est participative. C'est-à-dire que c'est pas le bureau qui dit on va faire ça, 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 ça. Non, c'est chaque adhérent a la possibilité de dire tiens, moi j'ai envie de partager et du coup on fait en sorte que ça existe. C'est ce qu'on a fait avec l'atelier d'impro. Après, tout ce qui est atelier artistique, on les retrouve. Donc ça, c'est la vie associative, où on a un espace pour les adhérents, où les liens se développent, et des liens plus forts qui se développent entre adhérents, forcément, parce qu'on fait des sorties entre adhérents. On a un partenariat avec Culture du Cœur qui nous permet de faire d'avoir des sorties culturelles gratuites à Paris, et puis on fait aussi des sorties, des jeux, des sorties de tout et n'importe quoi. Des balades, des jeux de société, et ça se développe aussi, commence à se développer à Lyon, dans les autres villes, et l'activité, on va dire là où il se passe le plus de choses associativement, c'est lors des séjours pépinières HS. Donc qu'est-ce que c'est les séjours pépinières? C'est des depuis... Attendez, j'ai vachement du mal. Je suis en train de mourir. Donc les rencontres. Les rencontres. L'association, elle a commencé sur ces rencontres-là. En fait, moi, j'ai créé des rencontres, si vous voulez, avant même que l'association existe. C'est mon besoin, en fait, de m'exprimer, de trouver un lieu bienveillant, des personnes à qui m'écouter, qui ont été à l'essence de l'association. Ça, c'était en 2014. J'ai créé moi-même d'abord des rencontres, et ces rencontres, ça a bien marché. Et dans ces rencontres, il y a des liens, des amitiés. Et de ces amitiés, on a créé en 2016, du coup, l'association. Et pour formaliser les rencontres, les développer dans toute la France et tout ça. Et en parallèle des rencontres, j'ai organisé depuis 2-3 ans aussi des séjours. J'organise aussi des séjours entre hypersensibles, donc avec les adhérents de l'association, où là, le but, c'est de partir dans un endroit à la campagne et de faire des ateliers de toutes sortes. Là, pareil, chacun propose quelque chose. Et par exemple, ce qui fait qu'on fait des séjours où il y a de la méditation, parce que moi, je pratique et je propose du coup une marche en pleine conscience. On fait du théâtre. S'il y en a qui proposent un atelier d'écriture, on fait de l'écriture. S'il y a qui proposent art plastique, on fait de l'art plastique. Ça se passe pendant les séjours, pour le moment. Après, vu l'ampleur que ça prend, je suis certain que bientôt à Paris, il y aura des ateliers de méditation ou dans d'autres villes. Mais pour le moment, le côté artistique, création artistique, se passe vraiment lors des séjours que j'organise depuis 3 ans et qui, aujourd'hui, le projet a toujours été de trouver à un moment donné un centre fixe qui est Belle-Île-en-Mer. Et ça, c'est sur le projet qui est bientôt finalisé, on va dire. C'est que moi, j'habite sur Belle-Île-en-Mer depuis 1 an. Et moi, mon but là-bas, c'est de créer la pépinière HS, c'est-à-dire un lieu où les hypersensibles peuvent venir se ressourcer par séjour en faisant des ateliers artistiques et en montant même des projets ensemble. Et voilà. Et si tu peux le mettre. Et ce projet, qui est le projet un peu phare de l'association, c'est le premier grand projet qui sort de l'association. On a monté un financement participatif pour lancer la pépinière, pour payer un an de loyer pour ce lieu. Et ce financement participatif, il va bientôt se terminer dans 20 jours. Et donc voilà, donc si vous voulez soutenir, c'est une belle manière concrète de soutenir l'association, c'est de soutenir ce projet. Vous allez voir, il y a un financement participatif sur Ulule, avec beaucoup de vidéos qui expliquent.
Voilà, est-ce qu'il y a des questions qui me pourraient... Oui. Oui, sur les séjours à Belle-Île, vous avez déjà des dates, c'est marqué peut-être sur le site. C'est à partir de mars, j'ai pas encore les dates. En fait, il y aura un séjour par mois à partir de mars. C'est des séjours de 5 jours en petits groupes, c'est 5-7 personnes. Et il y en aura un par mois à partir de mars. J'ai pas encore mis les dates, j'attends en fait la fin du financement participatif pour être sûr d'avoir qu'il se termine le 1er février. Et là, le 1er février, je donnerai les dates. Donc c'est pour les adhérents. Donc forcément, elles sont communiquées d'abord aux adhérents de l'association. Adhérer, on peut adhérer simplement hein, sur notre site internet. On peut adhérer en ligne. Hein, donc voilà, comme vous pouvez voir, on est à 63%. Donc ça va bien et ça c'est un moyen de soutenir, de participer. Ben, c'est le bon moyen si vous le voulez. Donc oui. C'est toujours 5 jours C'est en fait jusqu'ici c'est 5 jours. On a depuis 3 ans. Le concept il s'est fait par l'expérience en fait. Au fur et à mesure du temps, et on a fait évoluer le cadre. Et là, 5 jours, oui, c'est toujours 5 jours pour le moment. Après, ça évoluera, mais pour le moment, c'est des séjours du vendredi au mercredi. Et voilà, le but, c'est d'être un petit. C'est une vie collective un peu en communauté pendant 5 jours. Petite bulle, quoi. Et puis, alors, Belle-Île en mer. Comme déconnexion, comme ressourcement, ça fait 1 an que j'y habite, du coup, je suis sur place là. Je suis revenu, j'ai dû me faire viol. C'est toujours difficile maintenant de revenir à Paris. Il y a vraiment, il y a des personnes qui sont là, qui ont des t-shirts HS, des adhérents qui ont participé au dernier séjour, qui pourront témoigner de. C'est quand même. C'est toujours exceptionnel ces jours, il y a toujours quelque chose d'assez fort qui se passe. Moi, personnellement, mon équilibre et mon bonheur, enfin, il se joue au fait de pouvoir m'exprimer. Et c'est le fait de pouvoir m'exprimer à travers un blog au départ qui a été à l'origine de l'association, qui fait que je me sens bien. C'est le fait de pouvoir m'exprimer, et pour s'exprimer, il faut un lieu pour ça, il faut des personnes pour ça qui puissent entendre. Et les séjours pépinières, il y a vraiment ça, il y a vraiment ça remplit vraiment ce besoin-là. Et moi, par exemple, j'ai toujours eu un peu un rêve de slammer, de chanter, de rapper de ce que j'écris, mais j'ai jamais osé. Et grâce en fait à un séjour pépinière, et ben avec l'énergie bienveillante qu'il y a là-bas, j'ai pu un jour proposer de slammer ce qu'on avait écrit, et ça l'a permis, quoi. Et ça, c'est un témoignage personnel, mais beaucoup d'autres ont aussi vécu ce petit microcosme qui permet d'être soi en fait. Et je pense que c'est très. Il n'y a que toutes les personnes qui viennent, c'est toujours quelque chose de très fort, ouais. Et j'ai vraiment l'impression de mourir, c'est horrible. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Tout à l'heure, il y avait un plan de la France. Ouais. Donc, pour pouvoir accéder aux événements, voire en participer, il faut être bénévole de l'association, c'est bien ça? Non, les rencontres, c'est ouvert à tous. Là, les rencontres, ce que vous avez vu, le site internet, c'est un truc où on peut s'inscrire, on met un pseudo, sa ville, et ça y est, on est inscrit, il n'y a pas besoin d'être adhérent de l'asso. Là, derrière ça, il y a 3000 personnes inscrites dans le réseau. Ça prend de l'ampleur vraiment jour après jour. Hein. On vit quand même un véritable phénomène, et vu que l'association, on est la seule structure qui agit concrètement pour les hypersensibles en France, et voire même, je veux dire, en Europe, il y a une association en Suisse, mais je veux dire, nous, on est quand même beaucoup d'activités. Il y a énormément de personnes aujourd'hui dans l'association qui sont très actifs. Ça prend vraiment beaucoup d'ampleur, et vu que c'est un phénomène qui médiatiquement commence à aussi
les gens s'y intéressent de plus en plus. On l'a vu dans les médias. Nous, il y a ça, il y a Psychologie Magazine qui s'est emparé de nous et qui après ça va très vite, quoi, parce que il paraît qu'il y a 20% de la population. Donc les gens dès qu'ils se posent des questions, ils viennent sur Internet, ils tombent sur le site en fait. Et du coup, voilà, là c'est ouvert à tous. Ça veut dire que toutes les villes vertes, c'est des villes où il y a des rencontres en fait. Il y a un système qui fait que pour qu'il y ait des rencontres, il faut qu'il y ait assez de personnes. Donc dès que la ville est verte, et ben qu'il y ait des organisateurs, et ben on lance des rencontres et voilà. Et là en ce moment, il y a 16 villes où il y a 16 villes et des rencontres. L'année dernière, c'est 100 rencontres dans toute la France qu'il y a eu à peu près, avec 20 organisateurs différents. Donc c'est quand même toute une petite armée. Oui. Toutes générations confondues. Bah, là, comme vous voyez, c'est très représentatif. Bon, il y a souvent à dire peut-être un peu plus de femmes que d'hommes. Mais ouais, merci aux hommes, ouais. Non, mais c'est vrai, mais même là, je regarde, au final, il y a une grande majorité de femmes, ouais. Mais il y a quand même des hommes. Moi, ça m'est arrivé peut-être juste 2 fois d'être le seul homme dans une rencontre. Il y a quand même, mais c'est vrai. Mais après, c'est comme ça. C'est plus quoi? Ouais. Mais c'est pas facile, c'est parce que c'est plus féminin aussi, le fait de la sensibilité. Enfin là, ça c'est un autre, on en parlera peut-être plus cet après-midi. Mais en tout cas, dans les adhérents, c'est plus quand on voit les adhérents qui sont ici présents, c'est plus, ça c'est moite-moite. Hein, il y a autant d'hommes que de, je pense à peu près. Hein. Ouais, aussi, je pense qu'après, voilà, oui. Alors, ça dépend des villes. À Paris, forcément, il y en a plus qu'ailleurs. À Paris, là, on commence à avoir pas mal au moins 2-3 binômes d'organisateurs. Donc, c'est au moins une fois par mois, voire 2 fois par mois à Paris. Là, à Paris, il y en a déjà une qui est annoncée. Parce que du coup, là, vous voyez, c'est tout ce qu'il y a aujourd'hui. Ah oui, à Angers. Mince, j'ai oublié Angers. Pardon, Angers. Et si tu descends, là... Il y en a déjà une de prévue à Paris. Après, nous, non, quand tu descends ici, là. Je crois que c'est le 24 à Paris. Voilà. 27. Et puis, il y a aussi Bruxelles. Oui, j'ai lancé les rencontres à Bruxelles. On y est allé cet été. Donc, il y a aussi Bruxelles. Et donc voilà, donc ça c'est toutes les nouvelles rencontres, et là il y en aura plein d'autres parce qu'on vient de réouvrir le site en fait. Après, les rencontres, on limite le nombre de personnes parce qu'on n'est pas dans une démarche de quantité, de chercher déjà on va pas chercher les gens. Le site, on n'a jamais fait de communication, on n'a jamais allé chercher les hypersensibles. Toutes les personnes qui viennent aux rencontres, jusqu'ici, surtout avant les appuis médiatiques, mais c'est vraiment des personnes qui viennent d'eux-mêmes sur le site, ce qui fait que, en fait, à chaque fois, le groupe il est déjà concerné, il y a une énergie qui est commune, il y a un besoin commun, une recherche commune qui fait que que ça se passe toujours bien en fait, ça se passe vraiment toujours bien, et pour que ça se passe bien, on limite. Parce que le but, c'est pas de faire des événements à 50 000 personnes. On pourrait commencer à faire des événements avec mais voilà, à Paris et dans les autres villes, on limite parce que le but, c'est toujours le petit groupe pour avoir un échange de qualité, de meilleure écoute et pour permettre aux gens de s'exprimer, parce que dans le groupe, on pourrait facilement recréer en fait l'isolement sur lequel on combat, parce que dans un groupe, il y a toujours si le groupe est trop grand, il va y avoir toujours des personnes qui vont se mettre en retrait. Et justement, nous, on essaie d'aller contre ça. Donc voilà, les rencontres sont limitées en nombre de personnes, et puis elles sont limitées aussi en fonction du nombre d'organisateurs. C'est-à-dire qu'on
encore une fois, c'est pas tout le monde qui peut être organisateur. On veille à ce que les organisateurs ils incarnent cette position de bienveillance et d'écoute aussi. C'est important, ce qui fait que voilà, on va pas trop vite non plus, quoi. On essaie d'aller pas à pas et garder une structure et une essence et voilà, et cette essence qu'il y a depuis le début qui est la bienveillance et l'écoute et le partage, quoi. Ouais. Quand on s'inscrit sur le site en se créant un compte, est-ce qu'on a la visibilité sur l'ensemble des villes, Ouais. des événements, ou uniquement de lieux? Non, tu auras la visibilité, tu pourras t'inscrire, tu auras cette visibilité-là en fait. Et juste une fois que vous avez inscrit, là vous avez les rencontres et vous avez juste à cliquer dessus, et sur une rencontre et cliquer sur s'inscrire, quoi. L'inscription implique l'adhésion? Non, alors ça je répète encore une fois, l'association, il y a vraiment deux dimensions, quoi. Il y a une dimension ouverte à tous, qui est ce réseau de ce qu'on propose, voilà, c'est des espaces d'échange qui sont ouverts à tous vraiment. Après, il est possible d'adhérer, et du coup, et lorsqu'on adhère, on a accès à un autre espace, en plus, un espace adhérent, dans lequel là il se passe plus de choses, on va dire. Il y a des sorties, les ateliers, voilà. Il y a non, là c'est vraiment gratuit, comme les espaces aussi d'échange sur internet. Donc il y a vraiment et l'adhésion n'est pas du tout obligatoire. Mais c'est bien, ça me fait penser qu'on à préciser qu'on est une association qui, depuis sa création, on a développé tout ça sans aucune subvention, et juste avec les cotisations des adhérents. Et voilà, je pense que je voulais le dire parce que c'est quand même assez fort, et voilà, remettre encore une fois en valeur tout le temps que donnent beaucoup d'adhérents, souvent dans l'ombre. L'association, oui. Oui, adhérer, il y a un onglet, mais j'ai pas tellement envie, c'est pas il y a une possibilité d'adhérer, vous verrez sur le site, il y a un onglet, vous cliquez sur adhérer, mais c'est pas, je suis pas là pour faire le commercial, non, je suis pas à l'aise avec ça, si vous avez envie. Voilà, donc pour le projet Pépinière HS, moi je repars chez moi à Belle-Île mardi avec un chien d'ailleurs. J'ai adopté un chiot, Yuski, qui sera la mascotte de la pépinière. Et voilà, et du coup à partir de mars, voilà, ça sera ouvert. Et pour parler un peu de Belle-Île, c'est vraiment le projet est très bien accueilli là-bas. Je pense que là-bas, c'est pas 20% d'hypersensibles qu'il y a, c'est 70, quoi. Il y a vraiment une énergie particulière et des personnes qui sont très très sensibles. Il y a énormément d'associations et des choses artistiques au niveau de l'artistique et du bien-être. Et qui est même en hiver qui est vivante, hein. C'est une ville, il y a 150 associations et ça vit même l'hiver. Et d'ailleurs, c'est même les hors saison, c'est les meilleurs moments même d'ailleurs. Et du coup, voilà, le projet est très bien accueilli là-bas, et vous êtes du coup les bienvenus pour participer. Alors le lieu il est en construction, enfin dans le sens où il est pas encore défini. Il y a plusieurs pistes. Il y a plusieurs pistes. C'est soit de prendre une maison, soit de prendre un local. Enfin, c'est pas encore défini. Et puis mais ça va se définir assez rapidement parce que je suis sur plusieurs pistes. Et une fois que le financement participatif aussi, ça dépend aussi du financement participatif. Mais non, il est pas. Je l'ai pas encore. Je l'ai pas encore. Je l'aurai en mars, c'est clair. Et puis même si en mars j'ai pas le lieu à l'année, je prendrai une maison comme je le fais d'habitude
pour le séjour. Et de toute manière, ça commence en mars. Oui. Moi, je me présente, je pense qu'on s'est déjà vu. Je suis François Delorme, je m'occupe de Mediagora Paris, qui est une association sur la phobie sociale. Est-ce que c'est toi qui étais venu il y a quelques années pour présenter l'association? Non, ça m'étonnerait. D'accord. En tout cas, je tiens à te féliciter parce que c'est Merci. fantastique de faire tout ça. Moi, en tant que responsable d'une association, je trouve ça génial. Tout ce que tu mets en place, c'est extraordinaire. Je pense qu'on peut tous l'applaudir. C'est fantastique. Ouais, c'est vrai que non, mais je suis très fier de ce qu'on a fait. C'est pas facile d'être en plus. Je pense que dites que vous êtes responsable associatif, c'est pas facile en tout cas en plus hypersensible de diriger quelque chose parce que il y a toujours des moments où il faut dire non, et toujours des moments où et moi j'ai une grosse peur du rejet, donc c'est très difficile. Mais la force là vraiment pendant longtemps j'ai un peu fait tout seul parce que ça venait de moi en fait ces rencontres. Mais là aujourd'hui depuis quelques mois ça y est il y a beaucoup d'adhérents. C'est vraiment vous pouvez regarder sur les derniers comptes rendus les bilans, c'est vraiment une vingtaine voire une trentaine de bénévoles en France qui du coup je suis pas seul quoi maintenant, et c'est parti quoi, parce que moi j'ai pas pour ambition de rester président. Moi je suis plus un créateur, j'ai créé mais voilà, dès que c'est possible, je pense que je me retirerai parce que c'est pas non plus facile quoi. Merci. Ah oui, non, juste, ça c'était un truc que je voulais faire au tout début. Je voulais quand même remercier, je voulais quand même citer, parce que j'ai cité Salvatore Tomasella, mais s'il y avait 3 personnes d'autres à citer, c'est parce que je pense pas qu'il l'aurait imaginé. Enfin moi si, parce que je suis un peu mégalo, mais en 2016 quand on a signé les statuts d'association avec 3 émis, donc je voulais personnellement remercier. D'ailleurs ça m'émeut parce qu'ils m'ont fait confiance et c'est comme si je recevais un Oscar. Non mais j'aurais pas cru que ça allait même m'émouvoir, mais je voulais remercier du fond du cœur du coup 2-3 amis qui ont cru à ce projet, qui sont Vera, la trésorière, Miloud et particulièrement Sophie, qui en plus d'être dans le bureau, elle m'a supporté pendant 1 an et demi en vie de couple. Donc je voulais les remercier personnellement, ces 4 personnes qui font partie du bureau. Voilà, merci. Alors, on va disposer des tables et donc pour que les personnes participantes puissent avoir un petit stand. Et en même temps, il y a quelqu'un à la cuisine qui gère tout ce que vous avez à apporter, et il y aura possibilité de manger. Je ne sais pas comment ça va se goupiller parce qu'il y a plus de table. Enfin, on va faire comme on peut pour manger, hein, mais voilà. Alors, ça va, je pense qu'on fait une pause de 2 heures, donc vous pourrez parler entre vous et échanger, voir les intervenants qui auront leur stand et puis manger. Et donc après, on reprend à 14h30 avec une table ronde avec Yor, j'ose pas prononcer son nom parce que je vais l'écorcher, Charlotte, et puis il y a Claire. Alors attendez, parce que je suis fichu de me tromper, c'est Claire Stride. Qui viendra aussi nous rejoindre et voilà, je vous en dis pas plus, vous verrez, ça sera très sympa.